Bonjour et bienvenue à tous dans Frat Pack le Talk. Je vous rappelle le concept de ce format. À chaque épisode, je reçois des hommes et des femmes qui, au travers de leur métier, font la France d'aujourd'hui. C'est un podcast qui a pour but d'informer et de vous faire découvrir un métier ou tout simplement répondre à des questions sociétales. Pour ce nouvel épisode, je reçois Mathieu Alouche, qui est steward depuis plusieurs années et qu'on retrouve aussi sur les réseaux sociaux, qui est là pour nous rassurer avant de prendre l'avion. Je dis nous parce que oui, je m'inclus dans ces gens qui ont peur de l'avion. Comment tu vas, Mathieu? Ça va super bien. Bonjour tout le monde. Écoute, je suis très content de te recevoir là dans ce nouvel épisode. Merci, ça me fait plaisir d'être là. Ouais. Oui, je fais partie des gens qui ont peur, mais qui prennent l'avion. Donc maintenant, ça va un peu mieux. Ouais, t'arrives à dompter un petit peu le truc. Exactement, mais je suis jamais rassuré. Ouais, bah oui. Tu fais partie de, je sais pas le pourcentage, mais vous êtes très nombreux à être dans cette zone rassurés. Ouais, dans cette zone, on sait jamais. Mathieu, avant de commencer ce podcast, je vais te présenter brièvement. Si je dis pas de bêtises, si je dis une bêtise, plutôt tu m'arrêtes. Je t'envoie un truc. Tu m'envoies un truc, le petit café, bam, ça part. À 19 ans, tu découvres ce métier donc de steward le temps d'un été, et c'est le coup de foudre avec ce métier. Avant de pouvoir être embauché par la compagnie pour laquelle tu avais envie de bosser, tu as bossé un petit peu dans les médias, à la radio, à la télé. Et aujourd'hui, tu as réussi à allier tes deux passions via justement les réseaux sociaux, d'en parler, ton métier de steward et ton envie de créer du contenu sur le digital. La première question, je vais commencer par le commencement. C'est quoi les études à faire quand on fait ce métier? Pour faire ce métier, c'est quoi? Alors, il faut avoir le bac. Déjà, avoir le bac. Alors on dit bac ou équivalent. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je pense que c'est bac pro. Il faut un bac en France. Le niveau 4, c'est le niveau 4, c'est le niveau bac. Voilà. Ça doit être ça. Il faut le bac et ensuite il faut passer un certificat, un diplôme qui s'appelle le CCA. C'est le Cabin Crew Attestation. C'est un diplôme que tu passes. Tu as une formation d'un mois et demi, 2 mois, un truc comme ça. Tu as une partie théorique, une partie pratique. Et là, tu apprends tout ce qui tourne autour de la sécurité, de la sûreté, mais aussi du secourisme. Parce que le métier premier d'une hôtesse ou d'un steward, c'est d'assurer la sécurité des passagers à bord et d'être là s'il y a un problème, je sais pas, si tu tombes dans les vapes, si tu fais une crise cardiaque, on est là pour ça en fait dans un premier temps. Ensuite on est là pour servir des plateaux. La première mission, c'est de pouvoir secourir s'il y a besoin. Exactement. Et il faut savoir nager aussi, on passe des tests dans une piscine, enfin il y a tout le côté, vraiment c'est le côté sécu, secourisme et sauvetage aussi, et donc ça s'appelle le CCA. Ça dure à peu près 2 mois comme je te disais. Et une fois que tu as ça, c'est un peu le Graal, là tu peux postuler dans les compagnies aériennes ici ou là. Donc il n'y a pas de cursus en vrai particulier en termes d'études, je veux dire. C'est juste tant que tu as le bac, donc niveau bac, tu peux faire cette formation après. C'est ça. Après, moi, je conseille toujours de faire quand même quelques études. Toujours un petit bac plus 2, bac plus 3. Enfin, c'est vraiment mon point de vue, c'est pas de demander. Mais je trouve que c'est bien de... alors moi, j'ai fait un BTS communication, après j'ai fait une école de radio, mais tu peux très bien faire de l'hôtellerie, tu peux aller faire un LEA, je crois que c'est les langues ou un truc comme ça. Tu peux faire du management, parce qu'on sait jamais, peut-être que plus tard, tu veux devenir chef de cabine, donc manager de ton équipe dans l'avion. Ouais, ça peut te servir. Ça peut te servir et ce sera toujours un bagage en plus et tu seras... Je pense que tu seras un petit peu plus mature dans l'avion si tu as 20-21 ans versus 18-19 ans. Tu auras un peu plus de bouteilles, un petit peu plus de maturité. Ce serait plus facile pour t'intégrer dans ton équipe et aussi pour échanger avec les clients. Et voilà, le fait d'avoir un petit background, d'avoir quelques connaissances en plus, je trouve que c'est toujours mieux et tu te vendras mieux aussi lors de l'entretien d'embauche. Il y a des stewards, des hôtesses de l'air, c'est pareil. On est d'accord, c'est la même chose. En fait, c'est PNC, personnel navigant commercial, c'est hôtesse, steward. Ouais, c'est juste la dénomination homme-femme qui change. C'est ça. Et donc, du coup, tu peux avoir 19 ans là et être hôtesse de l'air ou steward. Ah oui, complètement. Tant que tu as le bac et que tu as 18 ans, tu as ton CCA, tu postules et tu peux être steward ou hôtesse de l'air. Et en termes de débouchés, est-ce que c'est quasi sûr? Enfin, d'avoir un taf après, quand tu fais ta formation, est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a... pas évident. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. En fait, l'aérien, c'est un milieu qui, en plus, en ce moment, et ça explose. J'ai l'impression que je crois que c'est l'un des 5-6 métiers favoris là en ce moment. Tu vois, ils ont fait des sondages, des trucs, des machins. Et l'aérien, si tu veux, c'est par vague. Et c'est toujours en lien avec le contexte géopolitique, toujours en fonction de l'économie, en fonction de plein de trucs comme ça. Et parfois, tu as des compagnies qui vont embaucher un peu en masse pendant une période, et puis après, ils vont plus embaucher pendant genre 2 ans. Parfois même, on a déjà vu, pendant 10 ans. Ah ouais. Ouais, non, mais ça peut être très très long. Y a plusieurs facteurs. Et surtout qu'il y a énormément de concurrence parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent devenir hôtesse ou steward. Et tu as des compagnies, on a déjà vu, parfois 5000 candidatures pour 200 personnes prises à la fin. Donc tu vois, il faut vraiment le vouloir. Il y a un contexte en fait. C'est pas forcément acquis de se dire je vais tout de suite, je fais l'étude et dans 6 mois, c'est bon, je suis embauché. Non, ça varie. Et il y a des compagnies qui demandent des qualifications plus que d'autres ou pas forcément? Pas forcément. Après, peut-être que... Alors là, je crois que j'ai pas la réponse à ta question.
Parfois, on va te demander d'avoir un meilleur niveau d'anglais ou peut-être d'avoir d'autres langues en plus. Enfin, parce qu'il faut savoir parler anglais pour être steward de hôtesse de l'air. Mais là, comme ça, de but en blanc, je pense pas forcément. Pas forcément. Je crois pas. Est-ce qu'il y a des critères physiques? J'entends par là, pas de la discrimination, mais tu sais, des fois, je sais pas, comme dans les Miss France où il faut faire une certaine taille ou j'en sais rien, tu vois, il y a ce genre de trucs ou pas du tout? En fait, il y a eu pendant très longtemps, mais ça c'était dans le passé, où il fallait faire une taille minimum. Fallait pas. Je crois qu'il y a même une époque où les femmes ne devaient pas être mariées ou un truc comme ça. Enfin, il y avait vraiment des trucs un petit peu d'une autre époque. Voilà. D'une autre époque, aujourd'hui, on appelle ça de la discrimination. C'est-à-dire que si tu es trop petite et qu'on te dit non, tu peux pas être embauchée parce que trop petite, là c'est de la discrimination. Après, je pense qu'il y a peut-être quand même, dans l'absolu, peut-être une taille minimum pour assurer la sécurité à bord. C'est toujours ça. Si jamais on voit que bah voilà, tu vois, c'est tout bête. Si dans un rack à bagages, il y a un feu et que la personne est trop petite pour atteindre ce rack, ça peut être compliqué. Bien Donc, sûr. ce ne sera pas de la discrimination, mais plus pour la ça serait dans les critères de sécurité, quoi. Voilà, mais après, c'est pas écrit noir sur blanc, c'est rien. Enfin, puis après, c'est par rapport à la santé aussi. Il faut que ta santé soit OK pour faire ce métier. On passe une visite médicale qui doit être validée avant d'être steward de hôtesse de l'air, avant d'être embauché dans ta compagnie. Et tous les, très régulièrement, tous les 2 ans, même un petit peu plus en fonction des compagnies, tu repasses des visites médicales pour voir si tout va bien. Ouais, tu refais un tir. Ce qui est rassurant. Mais genre, on vérifie ton cœur, on vérifie tout plein de trucs, quoi. Enfin, on voit plein de choses. Et c'est quoi tes tâches au quotidien? Dans ce métier-là, c'est quoi au quotidien? Donc, tu me disais, assurer la sécurité, ça, c'est le premier truc. Ça, c'est vraiment le truc number one, et c'est vraiment le plus important. Et ensuite, il y a aussi quelque chose de très important parce qu'on travaille quand même dans une entreprise, c'est le côté commercial. Et donc, c'est la fidélisation du client, c'est l'accueil du client ou de la cliente, ça va être le service, ça va être là pour le côté humain. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je vois le métier. C'est un voyage, c'est pas anodin. Quand tu pars en voyage, peut-être que c'est le seul voyage de ta vie. Tu sais, donc nous, en tant que steward et hôtesse de l'air, on va t'accompagner dans ce moment magique. Peut-être un moment très triste aussi, parce qu'il y a des gens qui partent pour des funérailles. Enfin, tu vois, il y a toutes ces choses-là. Et les tâches quotidiennes, voilà, ça va être l'accueil des passagers et des passagères. Ça va être les installer confortablement, les aider s'ils ont des bébés, s'ils sont en situation de handicap et toutes ces choses-là. C'est les rassurer aussi. Et voilà, il y a le service des plateaux repas et tout ça. C'est vraiment ce qu'on voit quand on est passager dans un avion. Et après, il y a toutes les choses que vous ne voyez pas forcément. Qu'on doit gérer. On peut aussi gérer les petites cuisines qu'on a dans les avions. Ça s'appelle un galet. Et voilà, on va avoir, si on a le poste du galet, on doit gérer toutes les cassolettes que tu vas manger, les réchauffer, organiser tous les trolley, machin. Enfin, c'est un gros bourbier, le truc. Et voilà, donc il y a vraiment le côté, comme je disais, sécurité et commercial, ça va de pair, quoi. C'est un ensemble. Et comment ça se passe pour les vols? À quelle fréquence tu voyages? Est-ce que tu as le droit, je sais pas, de refuser? Donc, tu sais que tu vas aller dans tel pays, tu dis non, je préfère pas, ou je sais pas. Et comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, ça dépend vraiment des compagnies. Tu vois, l'autre jour, j'ai rencontré un steward qui est américain et qui travaille pour une compagnie aérienne américaine. Lui, il m'a dit, tu vois, le mois prochain, j'ai pas du tout envie de travailler. Je vais me mettre en off. Et là, il peut le faire facilement, il appuie sur un bouton, il dit je suis off. Alors, il n'est pas payé, hein. Mais voilà, ça, il peut le choisir. Dans d'autres compagnies, moi, je sais que par exemple, on peut demander à avoir tel ou tel vol dans 2 mois. Voilà, on effectue une demande. Et après, en fonction des autres demandes, en fonction de l'ancienneté, de plein de choses, tu peux avoir ce vol ou pas. Après, en termes de fréquence, moi, je suis steward sur long courrier. Donc, je vais avoir en moyenne 3-4 rotations par mois. Une rotation, c'est le vol aller, l'escale. Et le vol retour. Tu vois? Donc après, ça dépend. Si tu pars dans un endroit qui est très loin et que tu restes 2-3 jours sur place, tu vas avoir un petit peu moins de place sur ton mois pour faire d'autres vols. Mais en moyenne, c'est entre 3 et 5 rotations par mois à peu près. 3 et 4 rotations, donc tu me dis que c'est le vol aller, le sur place et le retour. Donc c'est quoi en gros? 4 jours, 5 jours? Ça varie en fonction de la destination? Par exemple, je vais te donner l'exemple. Si je pars demain, admettons, à New York, on va appeler ça un 3 on parce que je vais partir, admettons que demain c'est dimanche, je vais partir dimanche. J'ai mon escale lundi sur place et je rentre à la maison mardi matin. Ça fait une plage de travail de 3 jours, mais sur place, en fait, je reste que 24 heures. Tu vois, et je suis parti de la maison que 48 heures. On part pas super longtemps. C'est fini l'époque où on partait 3, 4, 5, 6 jours, une semaine. C'est pour ça que je te demande ça, parce que je me dis, je pense que dans l'inconscient des gens, c'est le truc, ces métiers-là, tu pars une semaine. T'es jamais chez toi, quoi. Non. Après, t'as des compagnies qui parfois vont faire plusieurs stops ici ou là, tu vois, qui vont partir à Tahiti. Donc, ils vont s'arrêter genre à Los Angeles ou un truc comme ça. Et donc, ils vont faire 2-3 jours là-bas, ensuite 2-3 jours à Tahiti. Après, ils vont revenir 2-3 jours à Los Angeles et ils vont revenir à Paris. Donc, en fait, ils partent de chez eux pendant quasiment 10 jours. Là, c'est un peu plus long. Et t'as le temps de profiter quand même, du coup, sur place? Même si c'est 24 heures, t'as le temps de profiter et tout? Honnêtement, oui. T'as 2-3 façons de profiter. C'est soit tu profites pour te reposer. Parce que s'il y a bien une contrainte dans ce métier, c'est la fatigue. Tu te reposes. Mais moi, c'est tout bête. Par exemple, je vais très souvent à New York.
du coup, genre, tu peux pas tout faire en une journée. Mais une fois, je vais aller faire ci, une autre fois, je vais aller faire ça. En fait, ton voyage, c'est sur ta vie. En fait, et tu splits un petit peu ton voyage sur toute ta carrière, en fait. Mais tu as le temps de profiter un peu, de te balader, de visiter, faire du vélo, voir des musées, aller voir des concerts. Enfin, tu peux faire plein de trucs. C'est pris en charge, du coup, c'est compris dans le vol non, mais le logement sur place. Ah oui, le logement, c'est la compagnie. Mais les concerts et les trucs comme ça, c'est pas la compagnie qui paye. Négocier un petit concert qui m'intéresse, un petit match là-bas, si c'est possible de le glisser dans les frais. C'est une bonne idée, ça, dis donc. Ça a négocié avec le syndic, on sait jamais. Non, mais ouais, le logement, voilà. Vous êtes pris en charge au niveau du logement quand vous êtes sur place. On est en mission, en fait. Donc, c'est compris dans le truc. Après, ce que vous faites sur place, évidemment, c'est à vos frais. C'est ça. Comment ça se passe? C'est une question que je me pose. Ça, contractuellement, c'est quoi? C'est des contrats CDI, CDD? Parce que je me suis posé la question en termes d'heures. Parce que le truc classique, c'est le 35 heures. Je me dis, ça peut pas marcher. Vous faites déjà un vol de 10 heures, ça fait un tiers de ton truc. Comment ça se passe? Les contrats aujourd'hui dans l'aérien, ils sont de plus en plus... Les contrats aujourd'hui dans l'aérien, ils sont de plus en plus précaires, en fait. Quand je dis précaire, c'est parce qu'on est énormément sur du CDD. Peu importe les compagnies, là maintenant, les compagnies commencent énormément avec le CDD. Donc, quand je dis précaire, attends, c'est quand même super bien. Tu as un job, tu es bien payé, ça machin. Mais ça veut dire que pour aller chercher un appartement, ça va être compliqué. Pour avoir un emprunt, machin, c'est pas facile. Ils aiment bien faire des espèces de périodes d'essai de 6 mois qui renouvellent. Et puis après, si tu travailles bien, que tu as un bon dossier et que tu as fait tes preuves, tu peux être embauché par la suite en CDI. Mais après, tout dépend de la compagnie. Si à ce moment-là, elle a besoin... elle va t'embaucher, c'est peut-être parce qu'il y a des gens qui partent aussi. Enfin, tu vois, il y a un renouvellement à faire. Mais c'est vrai qu'il y a encore, je sais pas, 15, 20, 30 ans, on était sur du CDI. La question, elle se posait même pas. Là, aujourd'hui, il faut quand même garder en tête qu'on est sur énormément de CDD aujourd'hui. Un peu comme plein de milieux, finalement. Oui. Là où avant, le CDI, c'était un petit peu le truc d'un maintenant, il y a beaucoup de périodes d'essai. On va voir, on fait... Ouais, c'est un peu pareil, quoi. C'est ça. Peut-être qu'un jour, tu vas donner une facture pour dire, voilà, j'ai fait un vol, allez, ma facture. Oui, c'est clair. Comment ça se passe, un entretien pour steward ou hôtesse? Est-ce que c'est les mêmes? Oui, tu disais donc les mêmes qualifications. Qu'est-ce qu'on va te demander à un entretien? C'est quoi? Je sais pas, est-ce qu'ils vont te dire tes atouts? C'est quoi? Comment ça se passe en entretien? En fait, ils vont vouloir déjà, ils vont se baser un petit peu comme dans tous les entretiens d'embauche sur ton CV, ta lettre de motivation, sur tes expériences, beaucoup sur tes expériences d'ailleurs, et ils veulent vraiment savoir si tu es fait pour ce métier. En fait, encore une fois, c'est pas un métier anodin. C'est-à-dire que la compagnie va te faire confiance à 100%. C'est toi qui vas représenter la marque, qui va assurer la sécurité à bord pendant une longue période. Ils veulent savoir si tu es vraiment fait pour ça. Donc, ils vont te demander beaucoup d'expérience. Voilà. Avec des clients. Qu'est-ce que tu as déjà fait avec des clients? En termes de sécurité, est-ce que tu as déjà eu des responsabilités? Je sais pas, peut-être que tu as déjà travaillé sur un bateau, ou peut-être sur un bar, une péniche, machin. Tu vois, c'est tout bête, mais tu as des règles de sécurité à respecter aussi. Donc, en fait, c'est à toi d'aller chercher tout plein d'informations qui vont pouvoir avoir un lien avec ce métier de navigant dans un avion. Et c'est des entretiens qui ça a duré entre 45 minutes, 1 heure, ou un truc comme ça. En tout cas, à l'époque où moi j'ai passé les entretiens il y a 7 ans. Et là, c'est vraiment là où tu te vends, comme dans n'importe quel entretien finalement. Et après, il faut essayer de correspondre plus aux valeurs de ta compagnie aussi. Tu vois, chacun a son positionnement commercial, de marketing et de machin. Donc, c'est à toi aussi de bien te vendre et de donner un max d'exemples, quoi, et de prouver que t'es fait pour ça, quoi. Parce que comme tu dis, c'est vrai que en tant que voyageur, vous êtes, comme tu dis, le représentant de la compagnie que tu es là. Donc, si la personne est désagréable, je sais pas, en fait, le voyageur va se dire, cette compagnie, c'est bon, c'est fini, ils m'ont saoulé. Exactement. Donc, c'est un vrai travail de recruteur qu'il faut faire là. C'est hyper important. Parce que t'as vraiment un rôle de représentativité. En fait, t'es l'étendard de ta compagnie. Tu portes l'uniforme de ta compagnie, tu es un peu le logo. C'est vrai, de ta compagnie. Complètement, dans tout plein d'autres entreprises, c'est un peu la même chose. Tu représentes. Mais il faut vraiment faire en sorte que la personne en face de toi se projette et te projette dans l'avion en train de servir des clients et de gérer une évacuation s'il faut gérer une évacuation. Donc, il ne faut pas arriver et dire alors, moi, j'adore le voyage, en fait, je veux trop être steward. On va te dire heureusement que tu aimes bien le voyage parce que sinon, c'est mal barré. C'est clair. Je vais aller à New York pour aller voir ce concert, donc ça m'arrange très très bien de faire ce métier. Mais en fait, c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, on est quand même assez nombreux sur les réseaux sociaux à parler de notre métier de steward ou d'hôtesse. Et donc, du coup, ça suscite tout plein. Il y en a plein qui veulent devenir PNC maintenant, mais ils savent pas trop pourquoi. Ils voient juste qu'on se poste en photo ici ou là à la plage en train de kiffer, machin. Et faut voir aussi le côté. Faut les bonnes raisons. Oui. Tu le sens, toi, qu'il y a une augmentation justement de gens qui veulent faire ce métier avec les réseaux? J'ai l'impression, J'ai l'impression parce qu'on est vraiment des dizaines, quinzaines, vingtaines à partager aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un métier passion, quoi. Ça fait un peu phrase cliché ce que je dis, mais il faut vraiment être passionné pour faire ce job.
Et je pense qu'on le vend bien, entre guillemets, et il ne faut pas oublier, et ça je m'adresse aux autres créateurs et créatrices de contenu, de montrer aussi un peu le dark side de notre métier, le fait que parfois, très souvent, on est tout seul, qu'on change de collègue toutes les semaines, que parfois, ça peut être génial, on peut être sur une île paradisiaque avec un bête de coucher de soleil et ça, mais en fait, tu es tout seul. T'as pas tes potes, t'as pas ta famille, t'as pas ton amoureuse ou ton amoureux. Enfin, tu vois. Alors, je vais pas me plaindre, mais il y a des moments où il faut voir tous les côtés. Ouais, et la fatigue, je te parlais de la fatigue tout à l'heure. Mais les gars, vous voulez devenir steward ou hôtesse, gardez en tête que vous allez être crevé. Tu connais toi la fatigue, tu sais à quel point ça peut faire mal. Mais oui, c'est le pire, hein. Le manque de fatigue en général dans la vie, peu importe, ou même quand t'es parent, t'as un enfant en bas, tout ça, c'est le pire. C'est le pire, le truc, ça joue sur ton moral, ça joue sur tout quoi. Justement, c'est une question que je voulais te poser un peu plus tard, mais je te la pose maintenant. Vous dormez quand? Parce que j'ai l'impression. Non, mais sur les démons vols, là je suis parti il y a pas si longtemps que ça en Guadeloupe. Donc c'est 8-9 heures, je sais plus. Et je me suis reposé cette question à ce moment-là. Mais oui, parce que vous êtes dispo en vrai partout, même quand c'est la nuit et que tout le monde dort, mais quand même on sait jamais. Donc en fait, vous dormez quasi pas, j'imagine. En fait, on split l'équipage en deux et tu as une partie de l'équipage qui va se reposer pendant. Je sais pas, sur un vol de 8 heures par exemple, tu vas avoir le service, tu sais, le premier service, le dîner par exemple, voilà, ça va durer 2 heures et à la fin tu as le petit-déj. Bon, ça va durer 2 heures. Et ben sur un vol de 8 heures, il te reste 4 heures au milieu. En gros, pendant 2 heures, tu as la moitié de l'équipage qui va être de garde dans l'avion, qui va se balader, qui va vérifier qu'il n'y ait pas de feu dans les toilettes, qu'il n'y ait pas de téléphone écrasé par terre qui pourrait prendre feu également, qu'il n'y ait pas d'inondation, qu'il n'y ait pas de malaise ou quoi machin. Et pendant ce temps-là, en fait, tu as l'autre partie de l'équipage qui sera en train de se reposer dans un poste de repos ou alors sur des sièges derrière un rideau. Et après, à la mi-temps, on split. On change. Et voilà. Donc en fait, et c'est pas juste parce que oh là là, c'est long, on a envie de se reposer. Non, c'est réglementaire. On est obligé d'avoir un break. Comme les routiers qui font de la route, t'es obligé de t'arrêter au bout d'un moment. C'est la même chose. Pour pouvoir être apte à exercer ton métier. Et t'arrives à dormir pour de vrai ou c'est juste un repos comme ça? Franchement, j'ai de la chance de ouf. Moi, j'arrive à dormir. Alors, mais même là, tu me dis Mathieu. Ok, d'accord, tu vas. C'est propre à chacun. Ah ouais, il y en a qui dorment pas. Il y en a pendant 3 heures, en fait, ils peuvent pas. Leur corps ne leur permet pas de dormir, donc ils vont se reposer. Tu vois, tu relaxes ton corps, tu fermes les yeux, tu regardes un truc sur Netflix, machin. Tu te détends, mais. En général, franchement, à 90% du temps, mais j'écrase. Mais quand je dis j'écrase, mais quand on me réveille après, c'est horrible. J'ai envie de démissionner. C'est horrible. C'est le pire réveil de toute ma vie. C'est quand on me réveille quand je suis au poste de repos. Genre, c'est n'importe quoi, parce qu'en plus, on travaille à des horaires, mais on travaille de nuit. Enfin, Là, parfois, t'as que 50 minutes pour te reposer. Tu pars dans un sommeil profond. Il est genre 3 heures du matin. Et là, on vient de dire, debout. Dans 15 minutes, tu sers ton plateau repas. J'ai plus envie de faire ce métier. Métier passion de quoi? C'est dur. C'est comme quand dans la vie de tous les jours, tu te réveilles très tôt, ou alors tu te réveilles d'une sieste. Tu sais plus où t'habites, quoi. Tu veux plus faire ça. Pour revenir vite faire l'entretien rapidement, tu disais qu'il fallait parler anglais. Est-ce qu'il y a plusieurs langues à parler ou l'anglais c'est le minimum? L'anglais c'est le minimum. Alors on ne demande pas forcément à être bilingue de chez bilingue. Quoique si t'es bilingue, ça sera toujours un plus pour toi. Voilà, toujours un petit truc à cocher en plus. Et puis après, si tu parles espagnol, c'est encore mieux. En plus de l'anglais. Si tu parles arabe, si tu parles... Peu importe la langue, dès que tu as une langue en plus, en fait, on travaille avec des gens du monde entier. Pas nos collègues, mais tous nos passagers viennent du monde entier. Et c'est vrai que la langue qui revient le plus souvent, ça va être l'anglais, l'espagnol, le brésilien aussi, c'est pas mal. Si tu as des notions en japonais, en chinois, en arabe, c'est trop bien. Ouais, c'est un plus forcément. En fait, moi, je le ressens. Alors déjà, pour l'embauche, c'est cool. Mais moi, j'ai des lacunes en espagnol. Le brésilien, je sais rien dire. En arabe, pareil. Enfin, tu vois. Et parfois, je me dis... moi qui aime le contact humain, le contact avec mes clients, ça m'énerve parce que parfois ils parlent pas du tout anglais et j'ai envie de créer un petit quelque chose. Donc tu peux le faire avec la gestuelle, avec le sourire, avec plein de trucs. Mais c'est pas un plus pour que ton métier soit encore plus agréable. Si tu as d'autres langues, c'est encore mieux. Et du coup, par exemple, on reste sur l'exemple du Brésil. Si, admettons, tu fais un voyage au Brésil, est-ce qu'il faut impérativement que dans le personnel, il faut une personne qui parle au moins la langue, au moins une personne, ça c'est obligatoire sur le vol. Non, je te pose la question, c'est une question que je me pose, je me dis je sais pas pour toutes les compagnies si c'est le cas ou pas, enfin en tout cas dans ma compagnie, il y a toujours une hôtesse ou un steward qui est bilingue, qui va faire les annonces, qui va être là pour alors après ça dépend des pays, c'est pas le cas pour tous les pays, mais en général ils mettent ça en place. Il faut parce qu'imagine t'as une embrouille ou un problème avec un c'est ça que je me dis, bien sûr. Donc, pour gérer la situation, ou même pour faire une annonce, pour dire là maintenant faut évacuer, enfin tu vois, faut que quelqu'un puisse le dire, faut que tout le monde puisse le comprendre clairement. Bon, en général les annonces même en anglais elles sont tu comprends. Claires. T'as capté qu'il fallait sortir. C'est un danger, je pense que tout le monde va capter qu'il faut se barrer rapidement. C'est quoi les perspectives d'évolution à ce poste-là? C'est quoi les différents grades qui existent entre guillemets? Soit tu restes steward
De toute façon, dans tous les cas, quand tu es dans un avion, à moins d'être pilote, tu es toujours steward ou hôtesse de l'air. Ouais. Mais après, tu peux devenir manager, donc chef de cabine. Ok. Va y avoir qu'un seul chef de cabine sur des vols court courrier, par exemple, les vols pour la France ou l'Europe. Sur long courrier, la plupart du temps, tu vas avoir 2 chefs de cabine et un chef de cabine principal au-dessus. Ok. Et dans le même avion. Dans le même avion. Okay. Ouais. Et en fait, le chef de cabine, ça va être le manager d'une équipe. Ok. Et le chef ou la chef de cabine principale va manager les chefs de cabine. Donc tu peux devenir chef de cabine, ensuite chef de cabine principale, ça peut prendre plusieurs années, en fonction des compagnies. Parfois, ça peut prendre 2-3 ans, parfois un petit peu plus. Ok. Et après, si tu as d'autres perspectives, tu peux passer instructeur. Instructeur, là, tu vas plus être au sol. Tu vas cadrer entre 100 et 200 hôtesses et stewards. Okay. Et là, c'est un autre travail. Tu es beaucoup plus au bureau. Ouais. Tu fais plus du RH, on va dire. Ok. Tu schématises. Ouais, je schématise un petit peu. Et tu vas faire un vol ou 2 par mois. Et là, tu vas être là pour contrôler les hôtesses et les stewards, voir s'ils connaissent bien leurs procédures, voir s'ils connaissent bien les règles pour le service, machin. Enfin, on suit. Plus un taf administratif que c'est quand même managérial de ouf. Hein. C'est très très managérial. Okay. Ouais, et puis ils répondent à énormément de mails, machin. Enfin, tu peux passer par là. Et puis après, une fois que tu es instructeur, tu peux en tout cas, être appelé ou postuler pour t'occuper plus de la communication, plus du pôle client, plus de la sécurité des vols, plus de la sûreté. Donc, en fait, tu peux évoluer de ouf dans l'aérien. En fait, il y a cette ouverture, si tu veux, dans les différents métiers qui puissent exister. Tu peux vraiment naviguer entre plein de pôles différents. Et ça, c'est absolument passionnant, quoi. Toi, t'as un but? T'aimerais, du coup, je sais pas, t'as des perspectives d'évolution ou pas forcément? J'aimerais bien... Ça te va comme ça, peut-être? Alors, ça me va comme ça, mais je me vois également chef de cabine. Et ça, je l'ai toujours eu en tête. Ouais, carrément. Chef de cabine principal aussi. Je pense que l'instruction, donc plus dans les bureaux, je ne vois pas pour tout de suite. Ok. Je me vois pas dans un bureau là tout de suite maintenant. J'ai jamais travaillé dans un bureau. Avant c'était à la radio, maintenant c'est dans les avions. Être dans un bureau, je ne peux pas. Il y a trop de trombones, il y a trop de, il y a des agrafeuses, il y a des imprimantes, il y a des gens. Tu vois tout le temps Micheline, Josiane de la Compta, machin. Et je sais pas. Non, moi je suis trop habitué à changer de collègue régulièrement. Et puis j'ai besoin du contact avec les clients. J'ai besoin de bouger. J'ai besoin d'être à l'autre bout du monde tout le temps. Pour l'instant, aujourd'hui, à bientôt 37 ans, je n'en ai pas envie. Mais je sais que c'est là quelque part. Pourquoi pas dans un avenir peut-être à 40, 45 ans. On verra. Ouais, tu verras. Ok. Sans rentrer forcément dans les détails, est-ce que les salaires sont intéressants au vu du travail que vous faites? J'imagine que comme dans toutes les boîtes, ça varie en fonction des compagnies, j'imagine. Ça varie en fonction de, je sais pas, l'expérience que tu as peut-être. Quand tu commences, l'évolution, j'imagine que c'est comme ça, mais quand tu commences, pour ceux qui se lancent peut-être, est-ce que généralement c'est satisfaisant? Est-ce que tu as écho de ça un peu, toi? Je vais laisser chacun et chacune se faire son opinion. Je vais vous donner des fourchettes en fait, de salaire. En fait, je dis des fourchettes parce que, comme tu dis, ça dépend des compagnies, ça dépend de l'ancienneté et ça dépend de ta fréquence aussi de vol chaque mois. Et en plus, le salaire d'une hôtesse ou d'un steward est particulier, c'est-à-dire que tu vas avoir un salaire fixe, un salaire de base, qui va être, je ne veux pas dire de bêtises, mais peut-être 1003, 1006, quelque chose comme ça. Ça, c'est la base. Et ensuite, en fonction de tes vols, tu vas gagner peut-être un petit peu plus d'argent. Enfin, c'est pas peut-être, tu vas gagner plus de sous. Tu vas avoir des indemnités repas pour les jours où tu seras à l'étranger et que tu vas devoir te nourrir. Donc, si tu vas à New York, ils vont te donner un petit peu plus d'argent que si tu vas peut-être, je sais pas, peut-être dans les dom-toms. Voilà, ils te donneront un peu plus d'argent. Si tu travailles de nuit, tu vas être un peu plus payé. Si ton vol il dure plus longtemps, tu vas être un petit peu plus payé, etc. Et début de carrière, tu peux être entre les 1009 et 2005. Tu as même des compagnies, même au début, tu peux parfois monter genre quasiment jusqu'aux 3000 si tu as des ventes à bord, tu sais, parce que tu touches un pourcentage aussi. Et puis après, au fur et à mesure, quand tu as 20-25 ans de carrière dans ta compagnie, tu es plus autour des 3000, 3005. Parfois, ça tape un peu dans les 4000, tu vois, j'en entends un peu. Mais c'est hyper variable. Mais il y a une grille des salaires. Il y a une grille de salaire. C'est pas genre tu vas voir ton instructeur, écoute, j'aimerais bien être augmenté le mois prochain. Non, ça se passe pas comme ça. Non, pas du tout. Il y a un truc à respecter. Et est-ce que, tu le disais, quand on débute, je sais pas, est-ce que ta fréquence de vol est moindre qu'avec le temps ou est-ce que ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir. Après, tu peux jouer dessus. Moi, je sais que là, par exemple, aujourd'hui, je suis plus à 100%. J'ai 4 jours off par mois. Qui ne me sont pas rémunérés, hein, tu vois, mais c'est un choix. Que tu as choisi, moi je l'ai choisi. Il faut avoir tant d'ancienneté pour le demander, mais non, dès le début, tu travailles vraiment comme les autres, hein, c'est pareil. Et après, effectivement, tu peux demander à avoir des mois off dans l'année ou avoir des jours off sur les mois. Et moi, j'ai 4 jours off pour travailler sur mes autres trucs. Pour faire des trucs à côté. Tu disais tout à l'heure, c'est un métier passion. Est-ce que les gens que tu vois, tes collègues, c'est tous dans ce cas de figure ou est-ce que il y a des gens qui font ça comme s'ils étaient vendeurs, boulangers, je sais pas. Alors, il y a énormément de passionnés. Il y en a plein, c'était genre une vocation. Tu vois, genre un rêve de gosse et tout. Genre, on est assez nombreux à vouloir faire ça depuis qu'on est tout petit ou depuis longtemps en tout cas. Et t'en as d'autres. Mais alors, ça date
peut-être d'une autre époque, peut-être dans les années 80 ou un truc comme ça, 70, 80, 90, où en fait, ils me disent, ouais, en fait, j'ai genre mon oncle ou ma tante qui m'a dit, bah tiens, regarde dans le journal, il y a une annonce là pour devenir steward ou hôtesse de l'air. Et ils te disent, bah, j'ai vu de la lumière, j'ai trouvé ça cool, j'ai passé les sélections, je correspondais aux critères parce qu'ils ont quand même dû passer les sélections. Donc en fait, la compagnie, elle va pas dire, c'est bon, t'as envie, viens. T'es quand même sélectionné et tu corresponds aux critères. Et je pense que en fait, ils se sont vite pliés au jeu et très rapidement, ils se sont passionnés par leur métier. Ils sont tombés dedans. Ouais, moi, franchement, j'ai rarement de collègues qui sont en dilettante. Moi, je vois tous mes collègues, ils sont à fond, quoi. Franchement, et je pense que tu es obligé d'être un peu à fond parce que si tu ne l'es pas et que tu ne l'es plus, tu as besoin de prendre du recul, je pense, et peut-être d'aller te reposer un petit peu parce que c'est tellement éprouvant comme métier. Je te parlais de la fatigue tout à l'heure. Les relations avec les clients, parfois, c'est pas toujours évident. Je pense que si t'es pas un peu passionné, tu le fais pas. C'est pas un métier classique non plus. Non, c'est pas. Il est pas normal le métier. Mais honnêtement, moi, mes collègues, ils sont contents. Ils sont contents. Bah, tant mieux. Parce ils sont conscients de leur chance aussi versus d'autres métiers et tout ça. Alors, tu en as quand même quelques-uns. Tu as quelques brebis galeuses. Tu as envie de leur dire, mais vas-y, pars en fait. Il y en a plein qui vont faire ton métier. Toutes les boîtes, au final. Arrête de râler. Bah oui, tu vois. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. En fait, on est la représentation d'une population. C'est ça. Puis, parfois, tu as des. Puis, comme tu dis, d'être passionné, ça va se ressentir sur les gens qui voyagent aussi. Mais tu sais, les clients voient tout. Mais même moi, quand je suis passager d'avion, tu vois tout ce qui se passe. Alors, ce qui est rigolo, c'est que nous, on ne se connaît pas forcément quand on vole ensemble, les collègues, là, entre nous. En fait, on se rencontre 1h30 avant le vol. Ok. Alors, il y en a peut-être quelques-uns qu'on a déjà rencontrés, peut-être des fois, c'est des potes et ça, machin. Mais les clients, ils ont toujours l'impression qu'on se connaît tous et qu'on s'entende trop bien. Oui, c'est vrai. Et en fait, il faut se dire, en fait, il y a 1h30, on ne se connaissait pas. Et en fait, il y a la magie de la création d'un équipage qui opère. Tu vois, je pense que la passion doit aider. Le fait qu'on est confiné dans un tube, enfin, tu vois, il y a un truc. Et ouais, les clients, ils voient tout ce qui se passe. Ils entendent, ils observent. Et ils ont que ça à faire. Alors il y a des écrans, tu manges, mais le reste du temps, bien sûr, on est observé, donc ils sentent. Puis vous êtes le côté rassurant. Enfin, on se dit à chaque fois, il y a toujours ce truc de des gens qui ont peur. On regarde est-ce qu'ils ont peur pour voir si moi je peux avoir peur ou pas. Ouais, je sais quand ça bouge de ouf et que je suis assis à mon siège ou quoi, je suis comme. On te fixe. Oui, ça va bien. Mais oui, du coup, donc c'est intéressant ces trucs-là de collègues que vous connaissez pas. Enfin, vous savez pas avec qui vous avez voyagé avant le vol, mais avec le temps, toi, donc ça fait 7 ans que tu disais que tu fais ce métier. 7 ans, Et donc du coup, forcément, tu retombes sur des gens. Ouais, c'est déjà arrivé plein de fois. C'est arrivé. Mais là, on va dire, c'est quoi le pourcentage? La plupart du temps, tu as plus de chances d'être sur des nouvelles personnes ou... Ouais. La plupart du temps, je les connais pas, mes collègues. Donc c'est-à-dire qu'il y a énormément de monde, quoi. Bah oui, on est, je sais pas, dans le monde, j'ai regardé. Ah putain, j'ai oublié les chiffres, j'ai regardé sur Internet l'autre jour. Enfin bon, bref, on est quand même assez nombreux. Et puis après, t'as des compagnies où il y a beaucoup moins d'employés, donc en fait, t'es plus à même de recroiser tes collègues. Ça dépend des compagnies aussi. Exactement. Mais oui, on peut. Alors parfois, on peut revoler avec des personnes avec qui on a déjà volé, mais on le sait pas. Parce que par exemple, l'hôtesse, elle a bossé dans le fond de l'avion. Toi, tu as bossé à l'avant, que pendant l'escale, elle a fait sa vie, toi, tu as fait ta vie, tu vois. Et en fait, tu t'es quasiment jamais vraiment croisé. Enfin, on s'est croisé, mais le problème, c'est qu'on voit tellement de têtes. T'imagines, dans un avion, il y a genre, en moyenne 300 passagers, plus tes collègues. On va dire une dizaine, quinzaine. Toutes les semaines, ça change ça. Donc en fait, on croise trop de visages dans notre vie pour retenir tout. Oui, si c'est pas une personne dont tu es super proche, avec qui tu as créé des liens, tu peux ne pas capter que tu as déjà voyagé avec la personne. Mais parfois, tu peux faire une escale chambée avec quelqu'un. Genre, tu vas te balader, tu vas déjeuner avec, tu vas même sortir et ça, machin. Et tu la recroises genre 3 ans plus tard, la nana ou le mec il va te dire comment ça va Et le gars ça va et en fait tu sais pas qui c'est. Tu te dis non, faut me remettre, rappelle-moi ton prénom, c'était où, c'était quand, enfin compliqué. Mais des amitiés peuvent se créer. Ah oui, je me suis créé avec des potes, des amis, etc. Je voulais parler un peu des compagnies low cost rapidement. On les connaît, on va pas les citer, voilà, il y en a plein. De plus en plus. En plus, ces dernières années, j'imagine. Est-ce que on peut leur faire confiance? Parce qu'en fait, il y a toujours ce truc, tu sais, mais ça, je prends un parallèle avec la vie de tous les jours. Quand tu te dis, je paye un truc plus cher, tu te dis, inconsciemment, tu as plus confiance qu'un truc moins cher. Oui. Est-ce que c'est pareil, je veux dire, même en termes d'avion, est-ce qu'ils sont aussi fiables qu'une grosse compagnie, tu vois, ça change? En fait, si tu veux, toutes les compagnies aériennes, on va parler de la France, de l'Europe, doivent suivre des critères, ou en tout cas répondre à des normes, à des procédures, à des réglementations qui sont déjà françaises, qui elles-mêmes répondent à des normes européennes, qui elles-mêmes répondent à des normes internationales. Et ensuite, les propres compagnies mettent leurs propres normes, leurs propres règles, leurs propres procédures et de ça machin. Donc, il faut partir du principe que chaque compagnie est safe. Alors, l'autre jour, j'étais invité dans une émission où en fait un pilote me disait oui, il y a des compagnies, c'est un peu moins bien, mais il parlait des compagnies un peu exotiques, qu'on connaît moins.
voilà, si vous connaissez le nom de votre compagnie, que c'est une compagnie assez connue et ça machin, enfin, moi personnellement, je me pose vraiment pas de questions. Ils vont pas se permettre de pas faire attention à la sécurité. Ouais. Et sinon, ça leur. Mais t'imagines la responsabilité derrière. Enfin, c'est leur image aussi. En termes de vie humaine, ça machin. Et puis, du côté commercial, du coup, parce que ça a un impact. Ouais. Enfin, non. Honnêtement, moi, je trouve que c'est toujours safe de voler dans n'importe quelle compagnie aérienne. Après, t'as des grandes compagnies qui vont peut-être mettre beaucoup plus de moyens. Oui. Mais c'est du plus. Ouais. C'est du plus. Oui. Toutes les compagnies répondent aux mêmes normes, mais tu as des grandes compagnies qui mettent beaucoup plus de moyens. On va dire que le minimum, c'est que tout est sécure. Peu importe la compagnie. Et qu'après, effectivement, bien sûr. Si tu prends une grosse compagnie... Mais parfois, ça joue à des petits détails. Je vois par exemple, tu as des compagnies qui n'autorisent pas, tu sais, l'espèce de dispositif pour les bébés. Dans l'avion, tu peux mettre des trucs un peu gonflables, pour mettre ta tête, machin. Exact. Tu as d'autres compagnies qui ne les acceptent pas, ces trucs-là. Ouais. Parce qu'ils partent du principe que ça peut entraver l'évacuation. Okay. Alors même si tu l'as dans les airs, ça peut te faire perdre du temps. Enfin, Bah voilà, c'est des normes en plus. Ok. Voilà. Après, tu le prends comme tu veux. Mais, non, je pense que toutes les compagnies, globalement, celles que tu connais, celles qui sont connues, sont safe. Ouais, parce qu'on se dit tous ça. Enfin, je pense pas tous en vrai. Ceux qui n'ont pas trop confiance de manière générale, ou qui ont peur. Qui ont peur en fait. C'est plus la peur. Prenez des grandes compagnies. De toute façon, ce sera plus simple. Tout sera plus simple. Ils ont des meilleurs services commerciaux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu vas peut-être mettre un petit peu plus de sous, mais voilà. Voilà. Moi, c'est ce que je me dis en tant que personne qui a un peu peur. Je me dis, je préfère ajouter 100 balles, 200 balles et entre guillemets avoir cette sérénité, tu vois, de se dire, parce que surtout quand tu fais des longs courriers, tu te dis, bon, tu vas rester longtemps dans le truc et tout. Donc, ok. J'avais vu un reportage sur France Télé, je sais pas si tu l'avais vu. Qui avait enquêté sur Ryanair, pour pas les citer, qui est une compagnie low cost, et qui avait recueilli plusieurs témoignages d'anciens employés, etc., qui disaient qu'effectivement, donc tu nous en parlais par contre aussi, qu'il y avait ce truc de système de commission quand tu vendais des choses dans l'avion, etc. Ça fait partie du truc, quoi. Et qui disait qu'effectivement, ils recrutaient parfois des gens, là je parle de ces compagnies en question parce que c'était sur ça le sujet, ils recrutaient plus des bons vendeurs que des gens qui avaient peut-être un bon relationnel, comme tu me disais, quoi. Est-ce que toi, tu as pu observer ça, pas forcément dans ta compagnie, mais je sais pas, avec tes collègues, en parlant avec des gens, peu importe la compagnie, quoi. Non, pas plus. Pas forcément. Ça. Moi, je sais que de toute façon, leur diplôme sécurité, c'est machin, c'est long, sinon ils seraient pas dans la compagnie. Après, ça va rejoindre un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a un petit peu de tout. C'est comme dans toutes les entreprises, machin. Mais même moi, dans ma compagnie, en fait, t'as ceux qui sont plus à l'aise avec le fait de fidéliser les clients, avec les systèmes et les programmes de fidélisation, d'autres qui le sont moins, mais ils vont être meilleurs dans d'autres choses. C'est une question de personnalité, quoi. Et puis c'est même dans comment on travaille. Moi, j'ai pour exemple une fille avec qui j'ai bossé plusieurs fois, qui est vraiment une super hôtesse. Elle est parfaite, le maquillage, le truc, l'uniforme et tout. Et puis, mais elle était hyper robotique. Elle faisait la même chose pour chaque client. Oui. Elle disait la même chose pour chaque client et ça machin. Alors tant que le client s'en rend pas compte, elle me dit ça va. Et je me suis dit waouh, elle est top. Mais je me dis mais c'est dommage, elle a pas personnalisé un petit peu son truc. Alors on est tous un peu pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que vous voulez du pain, vous voulez du pain. Enfin, la phrase, tu peux pas voilà. Mais voilà, je fais c'est dommage, elle personnalise pas un petit peu son truc. Et chacun a son. Tu vois, t'as des stewards parfois, ils sont à la cool, ils sont un peu à la bonne franquette et de ça machin. Et puis là ils t'embarquent. Mais alors tous les clients ils sont contents et ça machin. Puis il y en a d'autres qui sont vachement plus chics. Vachement plus ça dépend des gens en fait. Il y a plein de personnalités et je pense que les compagnies elles recrutent comme ça justement, elles recrutent pour avoir un panel assez large. Et dans un équipage on n'est pas tous pareils, mais vraiment pas tous pareils. Il y a toujours différentes typologies de stewards et d'hôtesses. Tu vas vraiment avoir l'hôtesse qui est en bout de carrière, en fin de piste, elle en a ras-le-bol, tu vois, alors elle prend sa retraite, mais bon, elle fait le job, tu vois, machin. T'as celle ou celui qui va être un petit peu bêta et qui va passer sa vie à raconter son arbre généalogique, qui va dire sa passion, et t'en as rien à faire, mais il continue à te parler, t'as pas envie d'écouter, mais il te parle, machin. Puis après, t'as le mec vachement plus à la cool. Il y a plein de typologies et c'est ce qui fait la force d'un équipage aussi. En fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, au final, c'est un panel de gens, c'est représentatif de la société, il y a de tout, quoi, en fait. Ok. Idem, vite fait, dans ce reportage, il parlait des tenues que vous avez pour cette compagnie, encore une fois. Il parlait de ça, que tu avais un minimum qui était fourni, que après, si tu voulais, je sais pas, la doudoune, le truc, le parka, machin et tout, qu'il fallait payer à des prix pas toujours intéressants. Est-ce que quand tu rentres dans une compagnie, tu as un truc qui est fourni de base, tu as une dotation, pareil, et après, c'est le même truc partout. Si tu veux d'autres trucs, il faut payer. Je sais pas comment ça se passe dans toutes les compagnies. Moi, je sais que quand tu arrives, en fait, tu as une dotation, et après, tous les ans, ils te remettent genre des points ou un truc comme ça, tu vois. Si tu as besoin d'une autre veste, une autre chemise, ça s'abîme un petit peu avec le temps, tu vois. Donc, oui, dans ma compagnie, ça se passe comme ça. En tout cas, j'ai pas à débourser un seul centime.
pour mettre mon uniforme. Et heureusement. Oui, bah oui, non, mais oui. Même parfois, tu dis, voilà, on n'a pas beaucoup de points, là, ce serait bien que là, j'ai quand même besoin de 2-3 chemises. Ah oui, mais si tu prends trop de chemises, tu n'auras pas assez pour prendre une veste. Enfin, il y a des calculs savants à faire. Là, je sais que je vais être amené à devoir m'acheter ma propre ceinture parce que j'ai utilisé trop de points. Parce que j'avais besoin d'une veste. Enfin, et t'as le droit, justement, d'acheter ton propre truc où il y a des trucs à respecter? En fait, on a vraiment genre un catalogue, une espèce de truc qui sur plusieurs pages qui te donne les règles du port de ton uniforme en tant que steward ou d'hôtesse ou de pilote ou si tu travailles au sol et tu ne peux pas y déroger. C'est vraiment, si on te dit il faut que tu portes ça comme ça, avec ça et pas avec autre chose, c'est comme ça. Tu dois respecter. Là, c'est l'image de marque de ta compagnie. C'est logique, Et oui, c'est hyper. Sinon, chacun fait comme il veut, et puis en plus, il n'y a plus de cohérence. Bah oui, c'est ça. Et oui, après, tu as 2-3 petits détails, genre les chaussures, tant qu'elles sont genre comme. Elles ressemblent aux chaussures de la compagnie, ça va. La ceinture, tant que c'est sobre et de ça, machin, ça va. Après, le reste, la chemise, il faut que ce soit la chemise, ou le t-shirt, il faut que ce soit le t-shirt. Tu vois, il faut vraiment respecter la règle. Je pense à ça, j'avais pas noté, mais est-ce que vous avez le droit ou pas d'avoir des tatouages? C'est une question que je me pose. Ça change un petit peu. Et puis, ça dépend des compagnies. Avant, c'était assez connu pour no tattoo, quoi. Zéro. Maintenant, tu as des compagnies qui, tu vois, le petit tatouage que tu as sur la main, tu as des compagnies qui vont l'accepter, d'autres qui vont pas l'accepter. Tu as des compagnies qui vont te dire, OK, il faut juste qu'il soit pas visible. Donc, à toi de mettre un pansement pour le cacher. Tu as le droit de l'avoir, on va pas te dire de l'enlever. Et je crois même, je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui en 2025, mais il y a quelques années, tu avais une compagnie aérienne qui n'autorisait pas du tout le fait que tu aies des tatouages. Donc franchement ça dépend des compagnies où en fait tu les vois, les mecs ou les nanas, ils ont leur tatouage sur les bras, ça change pas du tout le service offert aux clients. Bien sûr, bah oui, c'est pour ça. Oui, ça n'a rien à voir. C'est des questions, c'est des longs débats et les choses viennent petit à petit. Ça évolue. Ça évolue aussi en fonction de ta clientèle, il faut aussi s'adapter à et puis il faut s'adapter à son temps aussi. Donc non, il y a des choses qui change. Tu sais, la barbe qu'on a, toi et moi, moi, quand j'ai commencé, quand j'avais 18 ans, 19 ans, je pouvais pas avoir ça. C'était soit j'étais rasé, soit j'avais une moustache ou un bouc. J'ai rasé. Et toi, par exemple, je sais qu'elle serait peut-être un poil trop longue. Et il faut qu'elle soit bien taillée. Alors là, je me suis pas rasé plusieurs jours, mais maintenant, la barbe, on a le droit dans ma compagnie. Donc tu vois, il y a des choses qui évoluent aussi avec le temps. Comme dans la police, j'ai l'impression. Il y a ce truc-là où... on a un uniforme. C'est la même chose. Regarde la police, maintenant, tu les vois, les mecs, ils ont des tatouages et ça. Il y a 15 ans, voir un policier avec un tatouage, c'était exactement. Pas possible. Exactement. C'est bon. Ok. Est-ce qu'il y a de la compétitivité dans ton métier? Est-ce que tu la remarques? Est-ce que tu la sens? Est-ce que tu en entends parler? Ça dépend des contextes. Ça peut arriver. Mais je trouve ça louche. En fait, c'est un peu chelou parce que en fait, il y a de la place pour tout le monde. Enfin, ou pas. C'est-à-dire que parfois, quand tu vas avoir, je sais pas, par exemple, un instructeur à bord. Tout le monde veut bien faire, tu vois, faut bien montrer que tu travailles bien. Puis t'en as, tu les vois, tu sais qu'ils sont pas naturels, et parfois quand tu vas voir parfois deux personnes un peu en compétition, tu vois, genre non mais moi j'ai fait ça, non mais moi j'ai bien rangé machin, donc tu sais une espèce de petite compète, mais ils sentent le truc derrière. C'est pas naturel, ça se voit. Tu vas avoir éventuellement de la compétition lorsqu'il y a des sélections pour passer chef de cabine, mais après c'est propre à chacun. Tu réussis tes sélections ou tu les réussis pas. Pareil pour tu as certaines opportunités en interne sans être forcément chef de cabine, mais pour certains postes ou certains rôles dans la compagnie, il va y avoir, admettons, genre 200 places. Une compète. Moi, j'ai jamais senti de compète avec d'autres personnes. C'est genre, t'es fait pour, tu vois. Mais j'ai déjà entendu des gens dire, machin a été pris pour tel poste, et puis oui, bon, t'es jaloux parce que toi, tu l'as pas eu. Enfin, voilà. Ça reste une question de personnalité, comme on disait tout à l'heure. Ça dépend des gens, etc. Moi, je sais pas, t'as quelqu'un qui a réussi telle sélection pour tel truc, je suis comme, mais trop bien. T'es content pour la personne. Je sais pas, si moi je l'ai pas, peut-être que je serais un peu déçu, mais pour moi. Oui. C'est moi. Mais ça, c'est toujours une question de personnalité, en fait. C'est te dire, ça me challenge, moi, pour faire le truc mieux, quoi. Puis il y en a qui sont aigris, mais encore une fois, c'est comme partout. C'est comme partout, effectivement. S'il y a un truc que tu pouvais changer, améliorer dans ton métier, ça serait quoi? Est-ce que tu vois un truc? Peu importe à quel niveau. Oh là là, putain, je me suis jamais posé cette question. C'est intéressant, c'est bien ça. Qu'est-ce que je pourrais changer? Un truc où tu dis, ça serait mieux si ça c'est comme ça, serait comme ça, ou si telle procédure était comme ci ou comme ça, je sais pas. Là, tu me prends de court.
Qu'est-ce que ça pourrait être Il y a plein de choses. Il y a plein de trucs qu'on pourrait améliorer. Il y a plein de trucs qui... Mais tu sais, chaque chose que tu voudrais changer doit être validée par la direction, par les syndicats. Bien sûr. Moi, j'adorerais qu'on puisse avoir plus de repos dans un avion. Tu me diras, on n'est pas là pour ça. On est là pour travailler. On n'est pas là pour dormir. Ouais. Non. Mais quand même, si tu as plus de repos, ça peut peut-être... Je pense que toutes les hôtesses et les stewards sont d'accord avec moi. Parfois, on a besoin de plus de repos. Mais de rester un peu plus longtemps en escale. Très honnêtement, c'est ce que... Ouais, t'as des escales, à chaque fois, tu dis... Tu vois, là, 24 heures de plus, ça aurait été parfait. Ça aurait été nickel. Parfois, c'est short. T'arrives, t'es crevé, donc tu dors, tu te reposes, tu passes une nuit blanche parce que t'es en décalage horaire. Et le lendemain, tac, et boum, il faut que tu repartes. On part pas en vacances. Oui. Pas oublié. Oui. Mais c'est vrai que si tu me poses la question, t'es mon PDG, là, tu me demandes. Voilà, dans l'idéal. Je vais te dire, vas-y, de temps en temps, il y a des escales, j'aimerais bien qu'on reste un petit peu plus longtemps. Mais en vrai, ça va avec, parce que si tu restes 24 heures de plus, peu importe que tu dormes ou que tu fasses autre chose, tu te reposes dans tous les cas. Oui, tu fais un petit break, donc t'es peut-être quand tu vas réattaquer, tu seras peut-être mieux. Très bon argument. Moi, je me permets. Viens avec moi la prochaine fois, on va aller voir les. Je me permets de me glisser dans le syndicat. Encore une fois, on part pas en vacances, quoi. C'est pas le but. Si tu te reposes, tu te reposes. Voilà. Tu vas pas te balader, tu vas pas faire 20 km à pied à New York, tu vas pas sortir le soir, tu vas te reposer. Et c'est à toi d'assumer derrière. Ça marche. Est-ce qu'il y a une différence quand tu travailles en classe éco ou en business? Alors déjà, autre question. Business première. Ouais. C'est quoi la diff? En fait, ça dépend des compagnies. Tu as effectivement une first class, une classe affaires, genre classe business. Tu as genre, je sais pas comment essayer de trouver un nom, on va dire l'éco plus. C'est oui, il y a ça, un petit peu moins bien que la business, c'est entre les deux. Et puis, tu as la classe économique. La première classe, en général, ça va être quelque chose vraiment de... il y a très très peu de sièges. Donc la première classe, c'est la plus haute. C'est le top du top du top. Ok. C'est vraiment... tu rentres dans un hôtel 5 étoiles. Ouais. Tu rentres dans un grand restaurant, tu as, on va dire, un gouvernant ou une gouvernante rien que pour toi. Enfin, il y a vraiment quelque chose. Les prix sont pas du tout les mêmes. Il y a vraiment une personnalisation absolument incroyable de l'offre et tout ça. Enfin, là, on est vraiment sur du luxe. Vraiment, on est sur du très haut de gamme. On est sur de l'équivalent du jet privé, si tu veux. Voilà, on est là-dessus. La business, alors on dit business, c'est pas pour rien. Classe affaires, c'est très souvent pour des femmes et des hommes du monde du business, d'affaires. Qui vont travailler, qui vont avoir besoin de se reposer sur les vols retour pour en attaquer ensuite avec une réunion, machin. Tu vas avoir de la place, beaucoup plus de place. C'est un service haut de gamme également, avec vraiment entrée, plat, dessert, avec t'as tout un de très bons champagne ou des choses comme ça. C'est l'idéal. C'est l'idéal. C'est là où tu vas pouvoir dormir, te reposer, t'es chouchouté. C'est absolument dingue. Le reste est absolument incroyable aussi. Enfin, moi, je pars du principe que moi, j'ai toujours rêvé, j'ai toujours volé en éco quand j'étais plus jeune. Ça me faisait déjà rêver. C'est bien. Mais en termes de... ça dépend de tes moyens aussi et des moyens que tu veux mettre aussi dans un voyage. C'est ça. Et ensuite, tu as l'intermédiaire, on va dire, entre la classe économique et la business, où tu vas avoir un petit peu plus de place. Tu es dans un cocon, il y a un petit peu moins de bruit, il y a des rideaux, enfin, il y a plus d'espace, tu peux t'allonger un petit peu plus et tout. Et puis ensuite, tu as la classe éco, là où tu as un petit peu plus de passagers, où... je pense que c'est la classe qu'on connaît tous. Bien sûr, la plus classique. Surtout celle-là. Mais effectivement, et après, tous les avions n'ont pas toutes les compagnies et tous les avions n'ont pas forcément d'éco plus, n'ont pas forcément de première classe ou de first class. Enfin, tu vois, chaque compagnie aussi bien sûr. a son. Et t'as des compagnies où il y a que des business. Il y a des compagnies qui ont mais que des sièges business où tu peux t'allonger et avoir un service vraiment plus de chez plus. Et toi, ça change quelque chose en fonction de là où t'es? Tu travailles pas de la même manière, tu as moins de clients, mais le temps que tu passes par client est plus long. Plus élevé. Et la relation n'est donc pas du tout la même. Tu as plus de temps, tu as plus de complicité, tu offres un autre produit aussi parce qu'ils ne mangent pas forcément la même chose. Enfin, il y a tout un... le protocole n'est pas le Ils payent le prix, donc tu as peut-être plus de services d'une personne plutôt que d'un collectif, j'imagine. Numériquement, oui, effectivement. Tu as plus de temps, en fait, que lorsque tu travailles en classe économique où tu as plus de passagers. Donc voilà, parfois aller un petit peu plus vite parce qu'en fait, il faut servir tout le monde et que tout soit chaud. En fait, bien sûr. Tout le monde soit servi, il faut que tu aies au même rythme que tes collègues. Oui, c'est vrai. Et ça différencie. Et pourquoi, Mathieu, c'est aussi cher? Pourquoi c'est... Parce qu'il y a une vraie grosse différence. Tu vois, des fois, moi j'ai déjà regardé, même si j'ai absolument pas les moyens, mais par curiosité de dire c'est quoi la diff entre l'éco
Et la business, du coup, c'est celle, on va dire, il y a l'Eco Plus, mais comme tu dis, il n'y a pas toujours l'Eco Plus en fonction des compagnies. Ça dépend des compagnies. Hein, on va dire, entre l'Eco et la business, il y a une vraie grosse différence. C'est pas comme si tu dis, je rajoute 500 €, ce qui est déjà beaucoup quand tu n'as pas trop les moyens. Mais là, il y a une vraie grosse diff, quoi. C'est vraiment le service qui justifie le. Mais c'est pas que le service. Bien sûr que le service, il justifie entre autres. Tu as le service qui est autour aussi, qui est en dehors de l'avion. Oui, tu as raison. Il y a ce truc-là aussi. Mais on va faire un calcul tout simple. Imagine ta place en Eco et tu as 500 balles pour un siège. Un siège en business ou en classe affaires, ça va faire l'équivalent de 4-5 sièges. Je te laisse faire le calcul, c'est pour ça que c'est plus cher. Tu as plus de place, tu vas avoir 2 ou 3 hublots, tu vas pouvoir t'allonger complètement. Oui, c'est vrai. Il y a ce truc-là. Tu vois, il y a vraiment tout un lit, quoi. Oui, entre autres, je ne vais pas rentrer dans les détails, je suis pas là pour vendre les différentes classes des différentes compagnies, mais tu visualises... Avec ton calcul de siège, on visualise déjà. Juste, en fait, c'est numérique, entre autres. Mais après, tu as tout le service qui va autour, la reconnaissance, enfin, il y a... Oui. Et puis, comme tu dis, c'est vrai qu'il y a ce truc-là, tu as un service avant, tu as un salon VIP, on vient te chercher. Il y a un vrai service qui est fait avant, après. Ok, d'accord. C'est une expérience. Je pense que c'est une expérience, Je l'ai jamais vécu. J'ai des amis autour de moi qui l'ont vécu. Parce que maintenant, tu as ce système de miles avec les cartes bleues, des fois, qui te permettent d'avoir des trucs pour pouvoir voyager en business moins cher que si tu le prends comme ça sur le site. Moi, j'encourage tout le monde, mais vraiment, et là, je fais pas mon commercial, là, je suis Mathieu le steward, mais en civil, je suis pas dans l'avion. Vraiment, à prendre les systèmes de fidélisation qu'on peut te proposer dans les différentes compagnies aériennes, parce que vraiment, tu peux cumuler plein de points et tu peux te faire surclasser. Alors, il faut en avoir des oui, il faut voyager, etc. Mais franchement, ça vaut le coup. Tu as plein de partenariats avec plein de avec de Uber, Amazon, machin. Enfin, maintenant, il y a beaucoup de trucs. Franchement, ça vaut le coup. C'est vrai. Est-ce que tu as déjà eu des demandes insolites? Je sais pas, des gens qui t'ont demandé des trucs bizarres. Moi, j'ai le truc le plus bizarre qu'on m'a demandé une fois, c'est j'ai un client qui m'interpelle et qui m'a demandé à ce que j'aille voir le pilote pour lui demander de voler moins vite et moins haut. Ah oui, parce que il avait peur. Oui. Okay, mais vraiment, c'était pas. Enfin, c'est-à-dire que la peur, ça peut. À mon avis, rien n'est palpable quand t'as peur, en fait. Je comprends. Mais oui, c'est irrationnel. C'est complètement irrationnel. Donc, il m'a posé une question, il m'a demandé un truc complètement irrationnel. Bon, j'ai essayé de rentrer dans le jeu, tu vois, j'ai essayé de le rassurer. Qu'est-ce que tu fais? Attends, c'est une vraie question, parce que ça, les gens qui ont peur, bon, c'est le truc, tout le monde, il y en a plein, j'imagine, tout le temps sur des vols. Comme tu le dis, comme on le dit là, c'est irrationnel. Comment tu fais, toi, pour rassurer une personne? C'est quoi les mots que tu lui dis? Sur le moment, ça peut être compliqué à gérer. Je sais pas, c'est une personne qui fait une crise d'angoisse sur le moment, qui se dit tout d'un coup qu'il se sent enfermé. Enfin, je sais pas, il doit y avoir des genres de trucs. Comment tu fais, toi? Ça fait partie de ton métier, tu disais aussi ce truc-là. Comment tu peux rassurer une personne comme ça qui a peur sur le moment? J'ai eu un client à bord la semaine dernière qui était hyper phobique. En plus, il y avait des turbulences, donc il n'était pas à l'aise du tout et tout ça. Et vraiment, dès que ça bougeait un petit peu, il était complètement crispé et tout. Et franchement, je me mets à sa place. En fait, c'est horrible. Enfin, je sais pas parce que j'ai pas peur en avion, mais j'ai d'autres peurs dans la vie. Tu peux pas le maîtriser comme ça a priori. C'est ça. En fait, là par exemple, là on est un peu posé, donc je parle un peu de façon posée, mais en général, je suis un peu plus dynamique et tout ça. Là déjà, je vais me calmer un petit peu. Donc déjà, je vais parler plus lentement. Ma voix, elle va se poser un petit peu plus. On va faire des exercices de relaxation. De respiration. Je vais dire, écoutez, essayez de vous calquer sur ma respiration. On va se poser, on va respirer doucement. Enfin, tu vois, on va faire des choses comme ça. Je vais expliquer. Alors, je sais que normalement, expliquer quelque chose de façon rationnelle à quelqu'un qui a peur, donc qui est dans l'irrationnel, c'est pas évident. Mais il y a des trucs qui aident. Et je vais expliquer pourquoi ça bouge. Que si ça bouge, c'est complètement normal. L'avion, s'il bouge, mais c'est normal. En fait, c'est comme une voiture sur la route. Quand il y a des pavés, ta voiture, elle bouge. Ton bateau sur l'eau, il bouge. L'avion, dans les airs, il y a des courants d'air chaud, des courants d'air froid. Parfois, il y a des nuages. Parfois, il y a des vents qui arrivent. Tu sais, quand tu es au-dessus des montagnes, tu as les vents qui vont aller là-haut. Là, ça va faire bouger ton avion. Mais c'est complètement normal. Alors, on va me dire, oui, mais l'avion, il va tomber. L'avion ne tombera jamais à cause d'une turbulence. Il n'y a aucune trace. Alors, il y en a qui vont chercher, qui vont dire, si, j'ai trouvé, en 1892, il y a un avion qui est tombé à cause d'une turbulence. Non, moi, je te le dis. Aujourd'hui, ton avion ne tombera pas à cause des turbulences. Il est étudié pour, il est fait pour, il a des ailes, il est là, machin. Alors ça va bouger, ça va secouer. Parfois, tu as l'impression que l'avion, il bouge de ouf, que tu es tombé comme ça de 2 km, machin. Non, il a fait quelques centimètres, quelques mètres éventuellement. Mais en fait, vu qu'on va super vite, le moindre petit mouvement, ça fait bouger énormément à l'intérieur. Mais les turbulences, c'est OK. Et je leur dis, mais faites-moi confiance. Sinon, je ne ferais pas ce métier. Je n'irais pas travailler dans un avion si c'était dangereux à chaque turbulence. Il y a des turbulences sur tous les vols quasiment.
Ah ouais, t'essaies d'expliquer, comme tu dis, de manière rationnelle, factuelle. Ouais. Factuelle et expliquer les choses factuelles pour rassurer les gens. Ou parfois, je vais prendre une feuille, un stylo, et je vais dire au client, c'est ce que j'ai fait avec ce client-là. Je lui dis, bon, je vous donne un défi. Il dit quoi? Je fais, dessinez-moi un avion. Je fais, prenez votre temps. Je reviens, là, j'ai ma pause. C'était le moment où j'allais me reposer. Je reviens dans 1h30, je veux un dessin d'avion. Déjà, c'est con, mais il m'a dit oui. Donc, il est rentré un petit peu dans mon truc. Il a souri, alors que 2 secondes avant, il était genre... Et pendant 1h30, ça lui a fait penser, certes à l'avion, mais à autre chose. D'accomplir cette mission qui était de dessiner un avion. Son avion était dégueulasse. Mais c'est pas grave. Mais il a passé un super bon vol. Il avait le smile à la fin du vol. Il nous a remercié parce que voilà, je suis pas tout seul. On est un équipage, on est plusieurs. Et puis on aime bien se passer le mot un petit peu. Tiens, tu sais, t'as le passager un peu peur, va lui faire un petit coup. Tout le monde est au courant. Ouais, bah oui. Ok. Est-ce que, donc tu disais que t'as pas peur en avion, est-ce que t'as déjà eu peur? Un truc, je sais pas. Est-ce que ça t'est jamais arrivé? Moi, j'ai eu super peur des turbulences une fois. Non. En fait, véridique, ce que je te dis. J'ai eu il y a quelques mois une turbulence forte non prévue. Et en fait, j'étais debout à ce moment-là et j'avais mon matériel de service. Et en fait, j'ai eu peur de me faire mal. J'ai eu peur que ma collègue se fasse mal parce qu'en fait, on s'est soulevé de ça quand même, de quelques centimètres. Et je me suis dit, oh là là, moi je travaille à l'avant de l'avion. À l'avant de l'avion, ça bouge beaucoup moins qu'à l'arrière. Et je me suis dit, oh waouh, les passagers derrière, mes collègues derrière, est-ce que ça va? Donc moi je me suis sécurisé tout de suite et j'ai appelé, je fais, est-ce que ça va derrière? Bah non, il y en a une qui s'est fait mal et ça, machin. Moi j'ai peur de ça, j'ai peur qu'on se fasse mal pendant les turbulences et j'ai déjà eu peur de me faire mal. Oui, c'est la peur de se faire mal, c'est pas la peur irrationnelle de se dire on va tomber, on va s'écraser. Non, l'avion, je te l'ai dit. Ouais. Mais t'as vu, mais nous on est comme ça, on a peur de ça. Mais c'est pas rationnel comme tu dis, c'est ça qui est fou. Il y a rien de rationnel. Moi là, s'il y a une araignée par terre, je déteste les araignées. Si tu me dis écrase là ou prends là, jette là, en fait j'ai peur de faire ça parce que déjà je me rapproche d'elle, j'aime pas. J'ai peur qu'elle me saute et qu'elle finisse dans ma gorge. C'est ce que j'ai peur de ça moi. Et j'ai peur que si je la tue, j'ai peur que tous ces milliers d'enfants araignées se vengent cette nuit. Si on n'est pas sur de l'irrationnel, donc je comprends la peur. Je comprends complètement. En fait, c'est ce truc de... Pourquoi j'ai peur? Mais ce qui est bête, encore une fois, c'est comme tu viens de dire, c'est des trucs, on se fait des scénarios. C'est des trucs de dire... Parce que tu as raison, au final, il y a plus d'accidents de voiture quotidiennement que d'avion. Enfin, tu vois. Mais tu te dis... Je sais pas pourquoi, alors que c'est très bête, mais tu te dis... La voiture, le bateau, le train... je sais pas, tu te dis peut-être que je peux m'en sortir, peut-être que je peux sauter, peut-être que je peux nager. Et là, tu dis dans l'avion, bah de toute façon, si on te dit on va s'écraser, bah de toute façon, tu dis ok, et puis ciao. Tu sais, il y a ce truc, moi, c'est que je me dis ça, je me dis, bah de toute façon, il n'y a pas de solution, tu vas pas sauter de l'avion, tu vois. Mais c'est des trucs irrationnels, comme tu dis, de toute façon, tu ne peux pas. Il n'y a pas d'argument. En fait, oui, voilà. C'est un travail qu'il faut faire. En fait, il se protège, il crée. Alors après, je suis pas psy, je suis pas médecin, mais en fait, c'est normal. En fait, si tu veux, il a peur, donc il se protège. C'est la réaction du stress, en fait. Parce que t'es pas un oiseau, t'as rien à foutre dans le ciel. Bah oui. T'as rien à foutre là-haut. Donc en fait, ton corps, ton cerveau, il se dit qu'est-ce que je fais? Donc c'est normal et c'est hyper naturel d'avoir peur. Il n'y a rien de plus naturel. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi et pour les personnes qui nous regardent ou nous écoutent, ça se soigne. Une peur, ça peut arriver du jour au lendemain, ça peut partir du jour au lendemain. C'est pas à vie. C'est vraiment pas à vie. Tu sais, j'ai ma sœur qui... mon papa était navigant, donc on a beaucoup pris l'avion. Ma grande sœur aussi. Et jusqu'à ses 20-25 ans, aucun problème avec l'avion. C'était vraiment notre moyen de transport. Voilà. Et du jour au lendemain, certainement qu'il y a eu un événement dans sa vie. Souvent, ça vient d'un truc. Oui. Tu peux avoir été bloqué dans un ascenseur, peut-être que tu as eu une naissance. C'est vrai. Elle s'est mise à être phobique de l'avion pendant 10 piges. Ah ouais. Et du jour au lendemain, plus rien. Ça s'est effacé. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est pas figé. Les peurs sont pas figées, c'est vrai. Et en plus, alors, ce qui est cool, c'est qu'elle aussi, à sa façon, elle est coach et hypnothérapeute. Elle aide aussi les gens qui ont peur en avion, mais avec des méthodes. Moi, c'est des vidéos, j'explique, j'en parle de par mon métier, mais elle fait ça. Et voilà, je pense que c'est de famille, toute cette histoire. C'est de famille, effectivement. Le temps passe, je vois que, parce qu'on a pris du temps qui n'a rien à voir avec ça, on a pris du temps d'installation. Je voulais te poser une question sur les nouvelles technologies. On sait qu'il y a plusieurs métiers qui sont menacés des fois, je sais pas, par les intelligences artificielles, etc. Est-ce que vous, c'est un truc qui pourrait, à l'avenir, je sais pas, vous menacer? Et je pense à ça, parce que tu sais, dans certains hôtels de luxe maintenant, dans certains pays, tu as ces espèces de robots, quand tu commandes un truc, qui vient t'apporter carrément, c'est même plus une personne qui vient t'apporter un plateau, je sais pas. Est-ce que dans votre métier, ça pourrait un jour vous menacer d'une quelconque manière ou pas du tout? Tu penses que ça... Alors, je vais avoir plutôt tendance à dire que le métier de pilote
Ouais, par exemple. Oui, c'est vrai qu'il y a les voitures qui se conduisent toutes seules maintenant. Aux États-Unis, c'est un truc. Donc en fait, le métier de pilote est plus à même de se faire bouffer par des robots ou l'intelligence artificielle. Théoriquement, enfin aujourd'hui, on sait faire voler un avion sans pilote. Ok. C'est à vérifier. Moi, je dis toujours vérifier ce que je dis parce qu'on ne sait jamais. Ça mais oui, mais non, le Gorafi, tu sais. Oui. Écoutez, moi je vous lis, je l'ai lu sur un magazine qui s'appelle le Gorafi. Oui, c'est clair. Mais ça serait logique. Mais bien sûr. Oui, on fait voler des drones, machin. Bah oui. Moi, demain, si tu trouves un robot ou une IA qui arrive à faire un massage cardiaque, qui arrive à se dire tiens, machin a eu un malaise, on va lui donner un petit peu de coca, un morceau de pain, ça va lui faire du bien. Mais, pourquoi pas? Mais genre, faut qu'il y ait des bras. Mais peut-être que dans 50 ans ou dans 100 ans, Non, ou alors peut-être de se dire peut-être qu'au lieu que vous soyez 10, vous êtes 3. Et genre les trucs techniques de plateau, c'est distribué, mais qu'il y a quand même 3-4 personnes humains qui sont là pour justement ça. C'est réglementaire. En fait, il faut qu'on soit... Alors, attention, là, je veux pas dire de bêtises, mais ça va être une espèce de moyenne. Pour la sécurité, il faut que 1 PNC égale 50 ou 60 passagers. Il y a un truc comme ça. Pareil pour une évacuation. Imagine là, on atterrit... moteur en feu, je sais pas quoi, on sort de la piste, machin, faut qu'on évacue d'urgence. Nous, on est formés à faire évacuer un avion en moins de 90 secondes avec la moitié des portes opérantes et même de nuit. Donc là, ça, on sait le faire. Je vais faire quoi? Je vais faire appel à un mec comme toi qui serait assis à côté de moi. Lève-toi, bloque tous les passagers pendant que moi, j'ouvre ma porte, machin. Tout ça, je pense... Oui. Je l'espère pas, mais oui, ça serait fou. Ça serait une construction énorme d'un. Il y a beaucoup trop. Faut s'adapter vraiment à l'instant. Oui, ça peut pas être programmé. Ça. Après, peut-être que pour le service des plateaux repas, je sais pas. Peut-être qu'ils vont faire comme dans les restaurants japonais. T'as des trucs qui vont tourner, et tu te sers. Non, mais oui. Ok. Non, mais c'est intéressant. On va passer à une petite rubrique questions de voyageurs. C'est des petites questions comme ça en bas que je te pose. On y répond rapidement. C'est des petites questions, voilà, style les turbulences, pourquoi ça arrive, voilà, ce genre de trucs. Est-ce que le mode avion, c'est vraiment utile dans l'avion? Ouais. Sur le téléphone? Ouais, mais tu peux utiliser le mode Wi-Fi. Ouais. Voilà, ça c'est OK. Et quand on atterrit, par exemple, quand il y a du brouillard et de ça machin, les pilotes, ils atterrissent en automatique. Et là, faut vraiment que tout le monde coupe son téléphone pour éviter les interférences. Ok, le mode avion, c'est ça. C'est pour éviter l'interférence dans l'avion. Et là, il faut vraiment l'éteindre. C'est vraiment l'éteindre. En cas de... Mais on te fait une annonce, on te le dit. S'il y a un téléphone allumé dans l'avion et qu'il va pas bouger ça. Ouais. Après, il ne va pas y avoir de soucis. Pourquoi on doit laisser les hublots ouverts, tu sais, généralement quand on décolle? Alors ça, c'est surtout... Alors tu sais, ça dépend des compagnies. Mais en tout cas, en France, nous, il faut laisser ouvert pour voir ce qui se passe à l'extérieur. Ok. Tu vois, si un passager dit « Ah, bah, il y a l'aile qui prend feu », par exemple, ou que nous, on puisse le voir aussi. Oui. Pour que, éventuellement, les secours puissent voir à l'intérieur aussi. Ouais. Et puis, on va ouvrir de nuit pour habituer... Et on va baisser aussi la lumière pour habituer la rétine aussi, si on doit évacuer, tu vois. C'est pour toutes ces raisons-là. Okay. Et puis, attends, imagine, il y a un feu là sur la droite, bah, on va évacuer à gauche, pas à droite. Ouais. Il faut qu'on puisse voir. C'est une question de visibilité en cas de sécurité. Les turbulences, bon, tu nous en as parlé, c'est dû à plein de phénomènes qui sont là. C'est des phénomènes vent, naturels. Voilà. Même parfois, si tu as un avion en face de toi, ça s'appelle turbulence de sillage, si je dis pas de bêtises. Bah, en fait, c'est les hélices, le truc, le machin qui fait que tu peux. Peut-être que tu es dans le siège d'un avion et ça va te faire bouger. Ok, très bien. Alors, j'avais noté ce que vous dormez pendant les longs vols, mais tu nous l'as dit, effectivement, vous avez des rotations, etc. Alors, question très importante. Où vont les excréments quand on va aux toilettes? Ils se transforment en nuages. C'est comme ça. Voilà. Non, mais la question est hyper pertinente. C'est vrai qu'on me pose souvent la question. Dans les toilettes, il y a un lavabo et il y a des toilettes. Les toilettes, ça va dans une cuve avec des produits, des trucs, des machins. C'est vidé au sol. Et l'évier, là où tu te laves les mains et ça machin, là, ça part dehors. Ça part dehors. Voilà. Ok. Mais rassurez-vous, quand il pleut, vous prenez pas des petites gouttes de pipi dans les yeux. T'imagines. Vous inquiétez pas. Est-ce que toi, t'as déjà vécu un truc pas normal, je sais pas, un amérissage, un atterrissage d'urgence et tout? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi? J'ai fait un aller-retour Paris-Paris au lieu d'aller à New York. Ouais. Parce qu'il y a eu une explosion dans la soute à bagages pendant mon vol au-dessus de l'Atlantique. Une explosion due à quoi? Ouais, c'est fou. En fait, je l'ai su après. En fait, il y avait un compartiment médical protégé par des airbags. Okay. Avec la pression, ça a fait boom, ça a pété. Ah oui. Donc, par mesure de sécurité, même s'ils savaient que c'était ça et de ça machin, retour au bercail, on va vérifier que rien n'est abîmé. Et voilà. Mais sur le moment, on te dit, ça a pété là devant et de ça machin. Et puis les voyageurs.
Ah bah en fait, faut ceux qui l'ont expliquer ressenti, après. il y en a qui l'ont un peu senti, okay. Mais tous les autres on leur a dit ouais, on va faire une vérification mécanique, on retourne à Paris, mais vous inquiétez pas, aucun problème, tu vois. Okay. Je vais pas dire qu'on ment ou qu'on dit pas la vérité, mais parfois vaut mieux ne pas trop dire de choses. Si je commence à dire à tous les occupants de l'avion, il y a eu une explosion dans la soute à bagages, on fait demi-tour, machin, mais la panique. Là tu peux avoir une panique. Ouais, ça fait partie des formations, quoi, de se dire exactement, bien orienter les gens. Doser, quoi. Faut doser, ouais. Ok, très bien. Ok, bah c'est tout, les petites questions voyageurs. On a fait le tour de ça. Avant de se quitter, on parle un petit peu de toi, vite fait, rapidement, sur les réseaux. Ça fait 2 heures qu'on fait ça. Non, de toi perso, parce qu'on parle de ton métier, effectivement, on parle de toi, mais je voulais parler un peu de ce que tu fais. Tu as ce suite, la turbulence. Ah oui, je le quitte pas, je le porte tout le temps. C'est vrai. Mais ouais, la turbulence, c'est une soirée que j'organise. Voilà, c'est ça, je voulais parler de ça aussi. Oui. En quoi ça consiste? Dis-nous peut-être des gens qui ça peut intéresser. Ça peut intéresser tout le monde parce que c'est ouvert à tout le monde. Au départ, c'était l'ADN du projet, c'était une soirée entre hôtesse, steward et pilote et tous leurs amis pour refaire une espèce de pot d'équipage. C'est un truc hyper culturel, ça, chez nous. Dans certains pays, dès qu'il fait chaud, machin, après un vol, on se retrouve. On va prendre une douche et puis on se retrouve. On boit un coup, on grignote, on met un peu de musique. Et là, c'est hyper culturel. Et c'est un truc qui se perd un petit peu. Et je me suis dit, tiens, on va essayer de faire ça. À Paris, et j'en ai fait aussi à Bordeaux, à Lille, à Toulouse, un petit peu partout, et je retourne à Lyon le 4 avril. Et d'ailleurs, tiens, on pourrait peut-être se voir. Ah oui, oui. Ah oui, je l'ai vu en plus, Tommy Story, il n'y a pas longtemps que. Oui, c'est vrai. Mais en général, ça a lieu à Paris, au Quai de la Photo, au Fluctuart, au Café A. Et en fait, c'est devenu en 3 ans, on a fait plus de 70 soirées, une espèce de truc qui rassemble entre 600 et 8 personnes. On écoute que de la musique pop. En fait, l'idée, c'est juste qu'on chante, qu'on danse. Il y a beaucoup d'hôtesses, beaucoup de stewards et beaucoup de pilotes. Mais quand je dis que c'est ouvert à tout le monde, c'est qu'il y a vraiment de tout le monde, de tous les âges. C'est hyper inclusif, c'est ouvert à tout le monde. Et en fait, on s'amuse. Parce qu'en soirée parisienne, tu sais, t'as tendance à te la raconter un peu, machin, et puis il y a des comportements border, des gens qui se tripotent, des trucs, des machins, de la drogue. Nous, à la turbulence, c'est genre tellement bon enfant, c'est un truc trop bien. J'invite tout le monde à venir, c'est gratuit en plus la plupart du temps. Et c'est 19h à 2h, c'est chiant. Et c'est toi qui as créé ça? Ouais, c'est la meilleure soirée du monde. Et ça fait combien de temps que ça existe, ça? Ça va faire 3 ans là, on a avril-mai, en fait, les 3 ans. Ça tue? C'est trop bien. C'est quoi? Il y a un compte Instagram, je crois. Ouais, c'est La Turbulence, en fait, où tu viens sur mon compte Mathieu le Steward. Ouais. Très bien. Bah écoute, c'est ce que j'allais finir par ça, par tes réseaux. Exactement, la fête. Mathieu le Steward, pour ceux qui veulent te suivre sur les réseaux sociaux, tu nous parles de tout ça, tu nous parles de ton métier, tu réponds à des questions. J'essaye au maximum. Mais c'est bien, c'est cool parce que moi je t'ai découvert exactement comme ça, t'es arrivé dans mon feed et tu parlais des turbulences. Et non, mais en vrai, de vrai, tu m'as aidé vraiment parce que, comme tu le disais, le fait de rationaliser des choses au maximum, d'être factuel sur des trucs non, mais en fait, ça bouge, c'est normal parce que ceci, parce que cela. Mais en fait, ça t'aide, enfin après ça dépend des gens encore une fois, mais à prendre du recul, de dire oui, en fait c'est logique. C'est pour ça que je pense aussi que j'ai moins peur, parce que tu as toujours cette petite peur, parce que c'est le fait de rien contrôler et que ça bouge qui fait peur. Exactement. Mais après tu dis après ça bouge normal quoi, et puis ça dure pas. Enfin, en tout cas, j'ai jamais eu de vol où c'est 9 heures de turbulence. C'est sur ça peut arriver. C'est chiant. Ça peut arriver parce que j'ai connu des gens où effectivement on m'a dit de A à Z c'était comme ça. Je l'ai jamais vécu. Voilà, peut-être qu'un jour si je l'ai vécu. Voilà, mais voilà. En tout cas, merci Mathieu d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. C'était très cool de te recevoir. Et puis Mathieu Steward, je répète sur Instagram pour ceux qui veulent te suivre. Cool. Merci pour tout ce temps accordé et puis merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Salut. Ciao.